Bonjour à tous, coucou Natacha. Hello Célia. Bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast 2 fois par mois où nous vous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteure et d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce 15e épisode thématique et aujourd'hui nous invitons Fanteria pour parler de shonen. Aujourd'hui sur Shoujo Story, on vous présente un nouveau format qui nous tient à cœur, où nous proposons à un intervenant de venir participer à cet épisode, un passionné de manga et d'anime, afin de nous parler de cet amour pour le manga, mais surtout pour traiter un sujet assez précis. Et cette fois-ci, on a décidé de débuter avec la thématique du shonen. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiarisés avec ce genre-là, le shonen est une catégorie de manga qui est destinée à un lectorat de sexe masculin et plus précisément pour les adolescents. Il se décline en plusieurs genres comme le neketsu et le pantsu. Le shonen neketsu est inspiré de Osamu Tezuka, c'est-à-dire qu'il reprend un procédé narratif avec la volonté de l'initiation, alors que le shonen pantsu est l'idée d'un pantsu harem, en fait, un garçon seul au milieu de nombreuses filles. Mais nous avons décidé de prendre en fait le thème du shonen pour vous donner un avis d'un point de vue et d'un regard féminin, de notre point de vue à nous, de femmes, et c'est pour cela qu'on a aujourd'hui invité une femme pour parler avec nous de shonen, et de plus, une femme qui aime les shonen et qui en a fait sa grande passion et qui en parle sur son compte Instagram. Bienvenue Chloé, donc tu es aussi connue sous le pseudonyme de Fanteria sur Instagram. Et merci à toi de nous accorder ton temps pour cette petite interview spéciale shonen. Dans un premier temps, peut-être que tu pourrais juste te présenter, nous dire qui tu es, quel est ton parcours sur internet et qu'est-ce que tu aimes dans les mangas et pourquoi tu regardes des animés. Alors tout d'abord, je suis très contente d'avoir été invitée dans ce podcast. Merci beaucoup. De mon côté, moi je m'appelle Chloé, j'ai 23 ans, bientôt 24. Et je suis tombée dans l'univers manga dès l'âge de 9 ans. J'ai commencé avec Nana, comme beaucoup de personnes, je pense, qui passait sur Virgin 17 à l'époque. Donc ça passait à la télé après l'école et je regardais avec mes grandes sœurs. Après, j'aime les mangas pour plein de raisons et aucune à la fois. Autant ça peut être hyper rafraîchissant de regarder un petit shoujo tout mignon et autant ça peut te faire poser plein de questions. Par exemple, Death Note, quand on y réfléchit, ça peut vraiment retourner la tête. Et de manière plus générale, j'aime beaucoup l'émotion qui se dégage des animés, notamment grâce aux seiyuu, donc les doubleurs, qui ont vraiment cette capacité à crier, à s'exprimer, à pleurer. Et c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément dans les séries et dans les films. C'est vrai. Surtout que les doubleurs japonais sont vraiment très bons. Alors que les Français, c'est autre chose quand même. Hein. Mais parce qu'on n'a pas cette culture-là aussi. Pourtant, du doublage, c'est des professionnels, mais je trouve que c'est beaucoup moins naturel dans les doublures quand c'est en français que quand c'est en japonais. Parce qu'ils sont extrêmes. Ils sont dévoués. Ils sont dévoués corps et âme. C'est vraiment pour ça, je trouve que ça marche bien, et surtout dans le shonen. Et que tu ressens toutes les émotions. Et du coup, tu disais que tu étais très fan de Death Note, par exemple. Enfin, t'avais parlé de Death Note, là. Donc, c'est une de tes plus grandes inspirations. Oui, alors j'adore Death Note. C'est un bijou, je trouve. Il est intergénérationnel. On peut le montrer à plein de personnes d'âges différents et je pense qu'il peut autant plaire dans quelques années que maintenant, qu'il y a 10 ans. Enfin, c'est ça qui est vraiment génial. Et je trouve que c'est un animé qui permet de vraiment réfléchir autour de la définition du bien et du mal. Parce qu'on parle quand même d'un individu qui veut éliminer l'entièreté des criminels du monde. En même temps, on peut se dire, il purifie le monde du mal, donc c'est bien, mais ça reste un criminel quand même. Du coup, ça retourne la tête et je trouve ça vraiment trop bien. Et en tant que femme, quel regard tu portes sur le shonen en général et sur les figures notamment des personnages féminins qui sont représentés dans ce genre-là ? Personnellement, je pense qu'il y a un gros tri à faire dans les shonen, parce qu'autant certains font un effort sur l'écriture de leurs personnages féminins, notamment les derniers shonen qui sortent, on pense notamment à Jujutsu Kaisen avec des femmes très fortes, des vraies personnalités. Et autant, il y en a d'autres qui vont être un peu plus vieux. Je pense par exemple à High School of the Dead. C'est très vieux. Je l'ai regardé au collège, mais clairement, le personnage féminin, je ne m'en souviens pas. Parce qu'elle est là que pour ses attributs féminins. Du fanservice et on passe. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'on trouve encore beaucoup de personnages féminins hyper secondaires et juste présents pour le fanservice. Et ouais, je trouve ça
J'ai pas les mots. Non, mais c'est vrai que nous aussi, on en avait parlé avec Célia et qu'on trouvait qu'il y avait quand même une bonne évolution dans le shonen par rapport à ces personnages féminins-là et qu'enfin, ils commençaient à prendre une place beaucoup plus importante dans l'intrigue, dans le plot, que c'était pas du tout le cas il y a encore quelques années et ça fait du bien. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, c'est difficile, même pour les auteurs femmes, d'écrire des shonen avec des femmes, c'est bizarre. Mais le personnage principal reste un garçon. Surtout parce que, faut le rappeler, mais le shonen, c'est avant tout, de base, c'était surtout pour un public masculin. Et forcément, pour attirer un public masculin, fallait... Et c'est comme si tu pouvais faire un peu tout faire à un garçon, mais pas à une fille, tu vois. C'est drôle, les personnages. Ça, ouais. Tu peux tout lui faire si c'est un garçon, mais si c'est une fille, tu peux pas tout lui faire, quoi. Donc, ça, c'est discutable, mais ça évolue, en vrai. Est-ce que tu as un personnage, du coup, modèle, que ce soit féminin ou masculin, dans un shonen ? Alors, pas spécialement, parce que je m'attache un peu à tous les personnages que je croise, et je ne ressens pas le besoin de m'identifier non plus quand je lis un manga, ou même quand je regarde un film, d'ailleurs. Ce qui m'intéresse surtout, ce sont les valeurs qu'ils vont porter. D'ailleurs, dans les shonen, les valeurs sont vraiment très, très importantes. Ouais, c'est vrai. Et je pense notamment à Izuku de My Hero Academia ou encore à Takemichi dans Tokyo Revengers pour leur ténacité et leurs ambitions. Et j'aime aussi beaucoup tout ce qui tourne autour de l'amitié. Je pense à l'amitié, par exemple, Gon Killua dans Hunter x Hunter, notamment où les personnages ont beau être diamétralement différents, ils ont une amitié hyper forte et très soudée. Ouais, c'est vrai. Après, t'as choisi deux personnages, Takemichi et Izuku, qui sont quand même que des pleurnicheurs, hein. T'as choisi les deux personnages, enfin franchement, moi je peux pas me les voir, les deux ils m'énervent. Ils font que pleurer. C'est vrai. Mais c'est ça aussi qui est intéressant dans le shonen, c'est de voir l'évolution de ces personnages-là qui commencent un peu en mode gamin, tête à claque, et qui prennent confiance en eux, qui gagnent en maturité, et ça c'est chouette de voir cette évolution-là. Vrai. Est-ce que tu lis d'autres genres de mangas ? J'imagine que oui, shoujo... Oui, alors les shoujo c'est assez ancien, parce que j'ai commencé les shoujo au collège parce que ça me faisait beaucoup rêver. C'est souvent, après j'ai l'image un peu classique des shoujo avec la school life, vraiment la fille un peu timide qui va vouloir sortir avec un garçon plus populaire par exemple. Et comme beaucoup d'autres filles, je pense, je souhaitais vivre une histoire d'amour toute rose au lycée. Et après, en grandissant, je me suis un peu plus tournée vers les seinen, qui ont des intrigues bien plus matures et qui font un peu plus réfléchir. Et j'adore tout ce qui est un peu psychologique aussi. Ouais. Comme je disais précédemment, j'aime beaucoup les grandes valeurs du shonen. J'aime beaucoup l'aventure et le dépassement de soi. Parce que dans la plupart des shonen, on suit des garçons qui sont tout d'abord faibles et innocents, comme justement Izuku et Takemichi, des gros pleurnichards, et avec des ambitions totalement démesurées. Ah ouais, alors là, ouais. Ouais, c'est carrément du changement, ils veulent changer le monde, changer la société, etc. Et au fur et à mesure, on peut remarquer un énorme gain de maturité des personnages, et on retrouve aussi l'amitié, le courage, la persévérance, etc. Et je trouve ça hyper motivant. Personnellement, quand je fais du sport, j'écoute des OST de My Hero Academia, et avec ça, je cours 2 fois plus. Putain, c'est les meilleurs OST. Oh là là, moi aussi, je les mets tout le temps, genre. Et t'es plus à lire les mangas ou à regarder les animés ? Alors, j'ai toujours regardé des animés parce que j'avais pas... quand j'étais étudiante, etc., j'avais pas forcément l'argent pour acheter les mangas. Et j'aime pas trop les scans par pure éthique. Et maintenant que je suis dans le monde professionnel, j'achète les mangas. Du coup, je fais un peu des deux. Ok. Ouais, t'as ta petite collection chez toi, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est une collection qui est du coup assez récente. Et on va passer à la deuxième partie du podcast. Parce que nous, en fait, on t'a surtout invité pour en apprendre plus sur toi, mais aussi pour faire une petite revue ensemble d'un shonen qui peut nous plaire. Une revue un peu novatrice, et toi tu nous as proposé quelque chose de totalement différent, parce que nous on a commencé à réfléchir, on s'est dit pour nos auditeurs et auditrices on voudrait commencer par des shonen très mainstream, parce qu'il y en a qui n'en lisent pas tout simplement, qui sont vraiment attachés au shoujo et qui connaissent pas. Et oui, donc on te laisse un peu nous parler de cette histoire que tu as choisie. Alors moi j'ai choisi de vous présenter Beastars,
qui est vraiment mon coup de cœur du moment. Actuellement, Beastars est un manga en 22 tomes, écrit et dessiné par la mangaka Haru Itakagi. Donc c'est une femme, ça fait plaisir de voir un shonen rédigé par une femme aussi. Il a été édité par Akita Shonen et prépublié dans le Weekly Shonen Champion entre le 8 septembre 2016 et le 8 octobre 2020. Et la version française, elle est publiée par Kion depuis janvier 2019. Personnellement, je le lis, mais si ça vous intéresse, il existe aussi une adaptation en animé par le studio d'animation Orange, disponible sur Netflix, et elle retrace l'histoire du tome 1 au tome 11. Donc je vais vous raconter un petit peu le synopsis pour vous donner envie de lire. Donc l'histoire se déroule dans un monde d'animaux civilisés où la société est fracturée entre les carnivores et les herbivores. Legoshi, un grand loup gris, est un étudiant timide et calme de l'Institut Shiriton, où il vit dans un dortoir avec plusieurs étudiants carnivores. Membre du club de théâtre de l'école, Legoshi est machiniste et soutient les acteurs du club dirigé par l'élève vedette Louis, un cerf rouge. Lorsque Tem, l'alpaga, est brutalement assassiné et dévoré dans la nuit, une vague de malaise et de méfiance se répand entre les élèves herbivores et carnivores. Au même moment, Legoshi fait la rencontre fatidique de Haru, une petite lapine naine blanche, et commence à développer des sentiments complexes envers elle. Alors voilà pour le synopsis. Pour la petite anecdote, il faut savoir que l'autrice Haru Itakagi est aussi la fille du mangaka Keizuke Itakagi, qui est concepteur de Baki. C'est un autre animé qui est proposé sur Netflix autour du monde de la boxe. Beastars, ça va vraiment poser des énormes questions sociétales et il n'y a pas vraiment cette notion au sexe. Enfin, il y a un peu les histoires de relations entre animaux forcément, mais tout est plutôt discuté et il y a aucun fan service, on voit vraiment rien et c'est pas. Il y a une tension, je trouve quand même, notamment entre Legoshi et Haru, mais c'est une tension qui est quand même bien dosée et qui est pas là juste pour du fan service. Tu le classerais comment du coup que du shonen, ou je vois que tu disais un peu que ça pouvait être du seinen? Beastars au Japon a été classé comme un shonen. Il a été publié dans le Weekly Shonen Champion. On reconnaît effectivement qu'il y a des grandes caractéristiques du shonen. On a d'abord le lycéen qui est faible et qui, suite à un élément déclencheur, souhaite renverser la face du monde. Donc c'est bien le cas de Legoshi, qui veut créer la paix dans la société et protéger les herbivores du mieux qu'il peut. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le manga a été traduit par Kion, il a été rangé dans la collection Seinen. Et c'est vrai qu'il y a un vrai côté Seinen dans Beastars parce qu'il est bien plus sombre que l'on pourrait imaginer. On a des vraies questions sociétales et je vais pas vous en dire plus et je vous laisse découvrir cela par vous-même parce qu'au début, il paraît un peu simplé comme manga, mais il est beaucoup plus sombre derrière. Et du coup, quel est ton avis général sur ce manga? Enfin, on se doute que t'as bien aimé, mais... Ouais, on se doute que t'as bien aimé. Mais en plus, il y a un peu de romance. Il y a quand même une belle romance de fond entre Legoshi et Haru. Et au fur et à mesure, on va découvrir d'autres alchimies qui vont se créer entre d'autres animaux. Est-ce que c'est central? On sait pas trop, parce que Legoshi veut devenir plus fort pour protéger Haru. Donc, en vrai, il y a toujours ce fil conducteur de la romance un peu derrière. Et pour mon avis, pour l'instant, j'ai pas encore fini le manga. Je suis à la moitié, je suis au tome 12 sur 22. Mais j'ai quand même envie de vous en parler, parce que vraiment, je l'adore. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on est une société qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, nous, en tant qu'humains. Là, on a vraiment, d'un côté, les carnivores, qui sont tous végétariens et qui sont obligés de refouler leurs instincts primaires. Et en même temps, la nature prend le dessus de temps en temps parce que, mine de rien, ce sont des animaux, ils ont des instincts et des fois, ça peut casser. Et je trouve que Haru Itakagi a parfaitement su retranscrire cela et toutes les déviances que ça peut engendrer. Et en parlant de déviance d'ailleurs, est-ce que toi, t'avais noté quand même le côté hyper Furies de cette série? Oui, bien sûr. Pour rappeler un peu ce que c'est les Furies, pour ceux qui ne sauraient pas, les Furies, c'est un mouvement en fait qui porte l'intérêt sur les animaux qui possèdent des caractéristiques humaines, et notamment l'usage de la parole, le port d'habits, l'utilisation d'un style de vie humain, etc., qui a émergé dans les années 80 en fait. Et c'était suite d'ailleurs à une œuvre de Osamu Tezuka dont on a déjà parlé, Le Roi Léo, où il y a vraiment cet esprit en fait d'animaux qui seraient un petit peu humains avec une espèce de role-playing, et d'ailleurs c'est un truc qui est beaucoup utilisé dans les conventions. Ils portent tous des fursuiting et ils ont tous une fursona, enfin une personnalité de Furies.
Donc c'est vrai que moi je trouvais qu'il y avait ce lien-là. Et d'ailleurs j'ai un peu regardé du coup tout ce qui existait sur ce thème, juste pour voir s'il y avait d'autres mangas dans le shonen en fait qui parlaient de ça. Je sais pas si toi t'as été voir. Et en fait j'ai trouvé que du boys love. D'accord. Voilà, que J.A.O. il y ait de la light novel sur ce thème, c'est fou. Mais Ou ça alors veut dire... on part plus sur du fétichisme. Ouais, du fétichisme en fait, et c'est beaucoup en fait tournant autour voilà, de la consommation sexuelle. Je trouve ça assez étrange qu'il n'y ait pas d'autres mangas shonen en fait, ou CNN sur ce thème des animaux. Voilà, je sais pas si toi t'avais vu des trucs de ce genre qui t'intéressaient aussi à part Beastar, si tu connais d'autres mangas qui parlent d'animaux. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là quand même dans cette tension qui réfère aux Furies, je trouve. Je pense que Beastar c'est quand même pionnier dans le monde du shonen par rapport à ça, sur ce genre-là, sur ce thème plutôt. Ouais, bah personnellement, comme je suis pas du tout intéressée par le Fury et tout ce monde-là, forcément, je me suis pas renseignée sur d'autres œuvres avec des animaux, et ça m'étonne vraiment pas au fait qu'il y ait vraiment le côté Fury très fantasmé, etc. Et Beastars qui arrive à avoir ce côté plus sérieux et qui n'a pas le côté forcément fantasme et plus sociétal et on se pose plus de questions, etc. Enfin, c'est beaucoup plus sérieux que... C'est vrai. Ouais, c'est ce que tu disais, quand il y a de la nudité, en fait, elle est justifiée, quoi. C'est pas... Oui, c'est ça. C'est pas pour un point de vue sexuel, quoi. Oui, on n'est pas là du tout pour faire fantasmer le lecteur. C'est juste qu'on se rend compte que c'est comme dans la vraie vie, en fait. Il y a des travailleuses du sexe, il y a des strip clubs, des trucs comme ça. Donc forcément, on voit des animaux qui sont dans ces situations-là. Mais c'est bien, mais c'est toujours très peu montré et on comprend ce qui se passe sans avoir besoin de montrer plus que ça, quoi. Je sais pas pour toi, mais je sais que moi au début, alors je sais pas en version papier, en version animée si ça change beaucoup, mais quand même au début, dans les premiers épisodes, t'as ce côté un peu malaisant quand tu regardes, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude du coup de voir en scène des animaux. Et en fait, j'avais trouvé que c'était hyper addictif comme histoire, parce que comme tu dis, en fait, c'est très bien amené. Et tu vois que tout est très bien pensé et tout est très bien construit, toute cette société sur les animaux, etc. Enfin... Oui, c'est ça. Puis il y a un côté très très novateur aussi qui pique notre curiosité. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Du coup, forcément, ça donne vraiment vraiment envie de lire, je trouve. Et du côté des personnages féminins, alors, est-ce que t'avais un petit avis sur Beastar ? Oui, alors du côté des personnages féminins, moi j'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux féminins qui ont beaucoup de caractère et ça fait du bien. D'un côté, on a Haru, dont j'ai déjà parlé un petit peu, qui ne se laisse vraiment pas marcher sur les pieds malgré sa petite taille, parce qu'il faut savoir qu'elle fait juste 1 mètre, ce qui est vraiment minuscule par rapport aux autres animaux. Et bien qu'elle se fasse harceler par d'autres filles de sa classe, ce qui lui rend quand même la vie dure, elle ne se démonte pas et elle a du répondant. Et même au quotidien, elle se débrouille toute seule pour tout. Par exemple, elle fait partie du club de jardinage, elle est toute seule, elle attrape ses boîtes toute seule, elle s'aide de ses fourches, de ses outils, etc. Des fois, on a vraiment peur qu'elle se tue, mais vraiment, elle a ce petit côté je suis une femme qui sait se débrouiller toute seule. Et après, d'un autre côté, on a Juno, qui n'apparaît pas tout de suite dans l'intrigue, mais elle a aussi ses propres idées sur la société, sur les relations interespèces, et elle a aussi beaucoup d'ambition. Vraiment, elle sait ce qu'elle veut, et elle veut tout simplement augmenter sa popularité et avoir du poids pour changer elle-même la société et changer aussi l'image des carnivores. Oui, donc en fait ça rejoint un peu ce qu'on disait, les shonen, enfin en tout cas la représentation féminine dans les shonen est encore en évolution et qu'aujourd'hui on peut facilement trouver des histoires où les personnages féminins ont leur importance dans l'intrigue, ont du caractère, ils sont pas juste là pour le fanservice ou pour être belles avec des grosses poitrines, quoi. Ils ont vraiment un but dans l'histoire. Donc là, c'est certain que c'est un conseil et c'est une pépite pour toi, quoi. Tu le recommandes en tant que fan de shonen, parce que bon, c'est vrai on m'a pas dit, mais toi tu as vraiment beaucoup de recommandations sur ton compte Insta où tu fais des recommandations CNN et shonen du coup. Oui, c'est ça, c'est les deux genres principaux. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on t'a invité. Ok, donc Beastar, trop cool. Et est-ce que tu connais Blue Exorcist ? Alors, Blue Exorcist, je l'ai regardé il y a très longtemps. À l'époque, il n'y avait qu'une seule saison de sortie. Donc oui, je connais. Ok, trop bien. Bah moi, je vais vous parler de Blue Exorcist, puisque vous savez que c'est moi qui vous présente à chaque fois les mangas un peu dark. Et Blue Exorcist, ça en fait partie. C'est un shonen qui s'appelle aussi Ao no Exorcist, qui a été écrit par Kazue Kato. Il est prépublié pareil... non, pas pareil d'ailleurs, dans Jump Square
de l'éditeur Shueisha en 27 tomes et c'est toujours en cours depuis 2009. Il y a 2 saisons plus un film et pour l'instant il y a 11 arcs qui sont sortis, donc ça fait déjà quand même beaucoup pour ceux qui veulent commencer. C'est une longue série. Donc le Hypnosis, c'est Rin Okumura et Yukio Okumura qui sont 2 frères adoptés par une famille d'exorcistes alors qu'ils n'étaient qu'enfants. Alors que Rin a toujours été un enfant turbulent et déjanté, il assiste un jour à l'apparition soudaine de Satan, rien que ça, et qui lui révèle qu'il est son père. Et il veut l'emmener dans son monde, la Géhenne. Donc Rin, il se confronte aux forces surnaturelles, et hélas, son père adoptif meurt pendant les affrontements. Donc il décide alors de se battre aux côtés des exorcistes en utilisant le katana de son père adoptif, et ainsi révèle petit à petit la grande puissance qui sommeille en lui. Bon là c'est vraiment un manga un peu basique, enfin le scénario est un peu basique, c'est toujours le mec super fort qui va découvrir ses pouvoirs petit à petit. Mais c'est vrai que moi j'ai vraiment adoré ce manga de Kazuo Koto de A à Z et ça a vraiment été mon coup de cœur d'ailleurs du confinement. J'avais regardé à ce moment-là. Je l'ai pas lu, j'ai simplement regardé en animé et c'est rare qu'un animé me plaise autant donc, parce que nous on est plutôt team lecture. Mais c'est vrai que là, il y a tout qui m'a plu, parce que le personnage principal, déjà, je trouve qu'il est extrêmement charismatique. Il a vraiment des répliques assassines et un très mauvais caractère. Un peu le faux héros, je trouve. Ouais, c'est vraiment le faux héros. Mais il est méga badass. Il est méga badass, mais en même temps, il évolue dans une école de magie. Et il y a aussi, comme beaucoup de mangas, Blue Exorcist reprend des lieux, des passages et des références de la Bible, et notamment du Premier Testament. Donc il y a 2 mondes parallèles en fait qui se font face, Assia, le monde des humains, et Géhenne, le monde des démons. Et il arrive en fait que les démons traversent les 2 mondes en prenant possession d'un être vivant à Assia. Et Assia, c'est vraiment le dernier des 4 mondes spirituels de la Kabbale de base. Donc la Kabbale, ça fait partie de la tradition juive. Donc il y a Hatzilut, Beria, Yetzila et Assia. Donc l'existence et les caractéristiques sont vraiment basées sur le passage biblique du Premier Testament de Isaïe. Et donc la Géhenne, c'est originellement la vallée de Hinnom, un lieu où séjournaient les lépreux, les pestiférés, mais qui fut aussi dans la littérature juive un lieu de souffrance, l'enfer quoi. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment le thème de l'exorcisme, et ça nous fait penser à Jujutsu Kaisen bien sûr, qui est un petit peu moins dark, et qui est sorti bien après. Mais on a aussi beaucoup d'autres shonen qu'on adore, comme Soul Eater, je sais pas si tu connais, mais... Soul Eater c'est super, c'est vraiment un trop bon shonen, un peu plus vieux quand même. Degreyman aussi, qui est vraiment incroyable. Bleach, super connu. Voilà, des super titres qui ont vraiment égayé notre collège et les années 2000 et qui étaient sur ce fameux thème de l'exorcisme qui a été repris par Jujutsu Kaisen après. Et donc Rin, c'est un peu... c'est quand même un anti-héros comme on disait. Mais c'est ça qu'on aime, je trouve. Ouais, c'est un cancre. Il se découvre au fil des épisodes et il devient de plus en plus attachant. Il a son pendant masculin qui est son frère, son jumeau, qui lui est super sérieux, donc un peu cliché aussi avec les lunettes. Et même on pourrait croire que c'est son grand frère, alors que c'est pas son grand frère, c'est Rin qui est le plus grand des 2 jumeaux. Là pareil que pour My Hero Academia, l'opening et l'ending d'ailleurs ils sont faits par le même groupe que My Hero Academia, et l'ending c'est fait par 2PM normalement. Ah ouais? Ouais, 2PM, le groupe de K-pop. Ils sont hyper bien, les opening et ending, et les dialogues, c'est clairement pas à rallonge. Là, ça va vraiment en bref à ce qui est le plus important, quoi. Et c'est ça que j'ai aimé aussi. Je trouvais que ça allait assez vite. Les combats étaient assez épiques, si c'est ce que vous recherchez dans le shonen. Et je vous avais présenté aussi le manga Seraph of the End dans notre podcast sur les vampires. Et je trouve que là, c'est un peu la même veine, démoniaque, vampirique. Il y a toujours ce lien de fraternité et qui revient. Je pense que c'est un pairing qui marche hyper bien dans le storytelling shonen, le côté fraternel. Et puis on reste toujours bien sûr dans un certain gothisme, dans l'approche de l'histoire. Rin, il a même un physique de démon. Il cache ses dents, il a des oreilles pointues, une queue noire qui tient cachée sous sa chemise et surtout un halo de lumière bleue qui le définit si bien. Toi, qu'est-ce que tu avais pensé des personnages féminins, Natacha ? Faut quand même se rappeler que c'est pas un shonen de la dernière heure. Ouais. Donc comme on l'a dit, c'est récent, ouais. Moi je l'ai vu j'avais vu que la première saison, mais du coup ça date à mon avis à peu près à la même période que toi, Chloé. Oui.
Et c'est vrai qu'on fait face à quelques lacunes qui sont assez visibles dans les shonen, parce qu'on n'a pas forcément des personnages féminins très intéressants ou qui ont une réelle importance à l'histoire. Et c'est, je pense, la seule faute qu'on pourrait dire de ce manga-là. Ouais. Comme on disait, si jamais vous voulez trouver d'autres shonen avec des personnages féminins beaucoup plus importants et beaucoup plus forts, bah go regarder Jujutsu Kaisen, go regarder plein d'autres shonen beaucoup plus récents et dans lesquels vous aurez la possibilité de voir des personnages féminins importants. Et toi, qu'est-ce que t'avais pensé de Ao no Exorcist ? Alors moi, j'avais beaucoup aimé. Donc à l'époque, je l'avais regardé, j'étais au collège. J'avais pas encore toute cette position féministe, etc. Et le fait de voir un peu la femme au plan secondaire, ça m'avait pas trop chiffonné, ça allait. J'avais beaucoup aimé les combats et Rin aussi est, comme tu dis, hyper attachant. Enfin, je le trouvais très drôle. Enfin, dès le début, on le voit, il fait un peu des bêtises et tout ça. Et du coup, j'ai beaucoup aimé le personnage. C'est un Bakugo. Je me souviens, c'est tellement... C'est un Bakugo, Rin. Ouais, un peu. C'est tellement un Bakugo, il fait vraiment n'importe quoi. Mais c'est ça, oui, c'est ça qui est vraiment attachant chez lui. Et je sens que ça avait été mon fond d'écran pendant un moment et tout. Ah, bah voilà. J'avais vraiment bien aimé. Ouais. L'animé est vraiment beau d'ailleurs, je trouve. Enfin, les dessins sont sublimes. Les combats sont vraiment cool en fait. Même tous les personnages, il y a un peu l'univers du cirque aussi, qui est intéressant. Enfin bref, si vous aimez le dark, vous allez vraiment aimer. Après, je trouve pas ça si dark que ça, moi. Bah, c'est dans l'histoire de l'exorcisme. Oui, voilà, mais... Dans l'idée... Bah, le premier épisode est quand même super dark, hein, quand on le regarde. Hein. Bah, c'est vrai que quand on s'y attend pas, on voit Satan débarquer de nulle part. Avec Satan. Ça fait peur quand même. Ouais, ça fait peur. Hein. Dans la même veine, je peux vous conseiller, enfin, tu connais sûrement, mais Noragami. Ouais. Ah oui, j'ai bien aimé aussi. Qui est un peu dans le même style. Et toujours avec ce côté un peu anti-héros. Mais peut-être qu'on en parlera dans un futur épisode. Hein, ouais, il est vraiment bien. Noragami est vraiment bien. Je passe à ma petite recommandation à moi, qui est une recommandation que tout le monde connaît. Ouais, il en fallait bien une. Bah oui, en même temps, moi tu me parles de shonen, le premier shonen qui me vient à l'esprit, là, tout de suite, c'est l'Attaque des Titans, donc Shingeki no Kyojin. Qui est vraiment, d'ailleurs, l'un des mangas préférés de Natacha. En temps, elle en 2013, parlait tout le temps. Elle écoutait les hosts en boucle. Ouais. Donc bon. Mais parce que c'est un chef-d'œuvre. Je suis désolée, c'est un chef-d'œuvre. Alors, pour faire bref, ça a été prépublié entre septembre 2009 et avril 2021 dans le magazine Besatsu Shonen Magazine, puis compilé en 34 volumes, reliés par l'éditeur Kodansha. La version française est publiée en intégralité par Pika Éditions dans la collection Seinen entre juin 2013 et octobre 2021. Petit synopsis, même si je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Le récit raconte très brièvement, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, le combat mené par l'humanité pour reconquérir son territoire en éclaircissant les mystères liés à l'apparition des titans, du monde extérieur et des événements précédant la construction des fameux murs. Il faut savoir qu'il y a plusieurs critiques qui jugent que l'attaque des titans peut illustrer le désespoir ressenti par les jeunes dans la société actuelle, notamment dans la mise en scène d'une jeunesse militaire qui mène une révolution et également perçue comme une référence directe à l'histoire du Japon, comme la restauration de Meiji, mais aussi de la Chine continentale et des pays qui lui sont politiquement ennemis comme Taïwan. On peut comparer le traitement du peuple eldien, ça rappelle beaucoup la condition du peuple juif, leur persécution, avec du coup l'Allemagne nazie, etc. Ouais, toi c'était quoi ta perception de cette histoire de Isayama ? Surtout le côté eldien, Mar et... Ouais, qu'est-ce que tu penses en de fait, ça, toi ? moi, je l'ai vu direct, le parallèle. Ouais. Vraiment, le brassard, les forces de l'ordre qui vont forcément être violentes avec le peuple eldien, etc. Moi, je l'ai vu tout de suite, le parallèle avec la Shoah. Ouais. T'es forcément du côté des eldiens, en fait, quand tu regardes Attaque on Titan. Ouais, parce que dès les premières saisons, en fait, t'es bouleversé par ce qui se passe, quoi. Il y a juste peut-être à la fin où ton avis peut changer, mais encore. Sinon, c'est vrai que, comme d'autres séries avant elle, je pense notamment aux gros classiques comme Fullmetal Alchemist, One Piece ou Naruto, SNK, ça a su nous ouvrir la porte sur une nouvelle ère du manga du shonen, et on en avait besoin. Ça s'est soufflé un peu, et je trouve que SNK, ça nous a permis vraiment de passer un cap et de repartir sur des bases totalement novatrices. Et encore aujourd'hui, après avoir terminé Scan depuis un petit bout de temps, je suis toujours aussi stupéfaite par la virtuosité de l'auteur, donc Hajime Isayama, et surtout au fil de la lecture du manga, c'est incroyable de se rendre compte que tout était pensé depuis le début. Alors évidemment, on va pas faire de spoil, mais genre
si vous êtes toujours en cours de lecture ou en cours de visionnage, mais ayez bien ça en tête, que rien n'est laissé au hasard. Tout est pensé depuis le tout début, et c'est dingue. Ouais, il y a des petits détails du début qui ont une importance pour la fin, et enfin, c'est vraiment incroyable. Moi, ça m'a rendu folle quand les foreshadowing, t'es là. Ouais. Des fois, on peut se dire, vas-y, on sait pas trop où il part là, Isayama, ça va trop loin, il y a trop d'infos, mais non, tout est dosé, tout est pensé. Et on est sur une histoire très complexe, et pourtant, Isayama, il arrive à garder le cap et à nous livrer une histoire bien ficelée, qui est extrêmement bien documentée. Donc ça reprend des contextes géographiques, politiques, réels, on en a parlé. Il nous fait remettre en question, donc comme on l'a dit, ça nous instaure des doutes sur notre vision des choses, sur nos convictions, qui sont les vrais ennemis, etc. Et puis pour revenir un peu au sujet de cet épisode-là, comment ne pas parler des personnages féminins dans SNK. On part quand même sur une série qui a débuté en France en 2013, mais au Japon en 2009, donc c'est quand même pas hier. Les personnages féminins sont extrêmement importants, presque même si ce n'est tout aussi fort que leurs camarades masculins. Mikasa. Ah, comment ne pas c'est penser la meilleure. Elles ont un rôle sur le dénouement de l'histoire et sur tout le déroulement de l'intrigue. On est loin des clichés qu'on a tendance à retrouver dans la majorité des autres shonen. Là, que ce soit Mikasa, que ce soit Krista, que ce soit notre chère Sacha, que ce soit Hansi, Annie ou toutes les autres, elles brisent tous ces codes et elles nous offrent une vision forte et indépendante de la femme. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Et elles sont pas gentilles et elles sont pas mignonnes. Non. Alors franchement, c'est toutes des teignes. Ouais, elles ont toutes bien leur personnalité. Ouais, elles ont vraiment leur personnalité. Et jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et ça, j'aime bien avec Isayama, c'est que ce soit mec ou femme, genre, ils s'en bat le steak. Genre, ça, s'il veut en tuer un, il tuera pas la nana qui sert à rien. Genre, tout le monde est au même plan et tout le monde a son importance. Et il peut tuer il peut tuer n'importe qui. Ah, il y a quand même un truc, c'est que c'est un petit peu gore. Et c'est bizarre que toi, t'aies aimé ça. Hein. Mais j'ai fait des cauchemars. Ça bizarre. J'ai fait des cauchemars de titans quand j'ai commencé à regarder l'animé, mais moi j'étais obsédée par cet animé, ce manga. Ah oui, bah ça je sais. Et pourtant ça sort totalement de ma zone de lecture habituelle. C'est vrai. Mais moi j'aimais bien la tension en fait de Attack on Titan. Je sais que quand je regardais, genre chaque nouveau épisode, j'étais en mode genre, mais là j'ai l'impression de connaître un truc. D'ailleurs, on avait même fait un post trop drôle où j'avais dit ce que je pensais, qu'est-ce qui se passait dans l'histoire. En fait, tu m'as dit non mais tu verras après. Je disais n'importe quoi. En fait, j'avais fait des suppositions et c'est ça que j'aimais bien, c'était les suppositions que tu pouvais faire sur l'histoire. Et qui étaient toujours à milieu de ce que Isayama avait en tête. Oui, c'est vrai. Mais du coup, franchement, c'est un très très bon manga. Hein. C'est, je pense, un incontournable du shonen maintenant. Ouais. T'as fini les scans ? Enfin, t'as tout oui, j'ai fini tous les scans parce que quand la saison 4 est sortie, je ne pouvais pas attendre. Comme moi, trop d'années que j'attendais la fin, la suite. Enfin, c'est un animé que j'adore vraiment et je me suis dit, je lis les scans. J'ai fini en larmes comme jamais quand j'ai terminé les scans parce que c'est vraiment un manga qui arrive à te toucher, je trouve, vraiment au plus profond de ton cœur. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un manga qui marque vraiment la décennie et c'est un incontournable. Et ce qui est fou, c'est que SNK, c'est une porte d'entrée pour beaucoup de gens. Moi, je remarque, il y a des gens qui n'ont jamais regardé d'animé de leur vie, qui vont rentrer par SNK, qui vont adorer et qui après vont commencer à s'intéresser à d'autres choses. J'ai une amie qui a réussi à faire regarder SNK à sa mère. Oui, moi j'ai montré à mon père. Hein. Sa mère, ouais. J'ai regardé la première saison avec mon père. Enfin, j'ai re-regardé, parce que j'ai vu au moins 4 fois, mais une des fois où j'ai regardé, j'ai fait montrer à mon père. Mais parce que je pense que ça peut parler à tout le monde, c'est assez facile d'accès, je trouve, même si on comprend pas tout. Parce que je pense pour comprendre, il faut vraiment être dans la tête d'Isayama. Et moi, je remercie, mais 1000 fois, les vidéos de Kamade Kita. Je sais pas si tu connais, mais alors, leur chaîne YouTube. Et ils te décryptent tout. Donc, ils décryptaient chaque sortie de chapitre, chaque sortie d'épisode, et ils te font comprendre tellement de détails où t'es passé à côté, et franchement je te remercie pour ça parce que ça permet de vraiment comprendre l'ensemble de l'œuvre et de voir un peu plus tous les détails cachés par Isayama, et ça m'a vraiment aidé dans ma lecture des scans, parce que des fois on est un peu on est largué quand même, parce que Isayama il est fou. C'est vrai qu'il y a tellement d'explications et des fois elles vont vraiment très très loin. Du coup on a tendance à perdre le fil. Moi je sais qu'il y avait certaines pages, j'ai dû les lire plusieurs fois pour bien comprendre tout ce qui s'était passé. Parce que c'est hyper complexe en fait le monde des SNK. Et quand tu rentres au premier épisode,
tu penses vraiment que c'est juste « Ah, ok, l'humanité va mal et on bute des titans », alors qu'en réalité, ça va tellement plus loin. Et toi, t'es resté du coup, t'es resté accroché à ta lecture, t'as pas une fois arrêté de lire l'Attaque on Titan parce que t'en avais marre, quoi. T'étais vraiment accroché à l'histoire. Bah, au début, j'étais vraiment animée only, du coup, dès qu'un épisode sortait, j'étais vraiment au taquet, je regardais à la minute près. J'étais vraiment au rendez-vous et c'est à la saison 4 que j'ai lu. Ah oui, ok. Mais j'ai pas lu le début, etc. Tout ce qui était animé, je l'ai regardé en animé. Ok, parce que moi là j'ai complètement lâché, par exemple la dernière saison, j'ai pas vu là, les épisodes, vu que j'ai tout lu les Oui, scans. moi non plus. J'ai pas vu. moi aussi. Et Pareil. toi aussi, ouais, voilà, j'ai lâché. Comme j'ai lu. Ouais, c'est ça, Je c'est pense bizarre. qu'on regardera quand tout sera vraiment sorti, Ouais, dont ouais. la dernière Oui, je partie. pense aussi. Je pensais pas qu'ils n'allaient pas animer la fin. Bah, moi non plus. Mais ils vont faire un film, non ? Apparemment. Je crois, ouais. Bon. Ah, c'est Mais dommage. faudra l'attendre, quoi. Ouais, c'est dommage. Après, j'ai confiance parce que je sais qu'Isayama il est derrière aussi la réalisation de l'animé. Enfin, il fait attention quand même à ce qui est fait, donc j'ai confiance en eux. Bah, on vous a donné un peu nos 3 inspirations, nos 3 recommandations pour cet épisode shonen. On sait que vous aviez très envie d'avoir nos recommandations shonen pour ce premier épisode. Peut-être qu'on pourra faire un deuxième épisode, si ça te tente bien sûr, où on parlera de recommandations un peu moins mainstream. Avec plaisir. Ouais, ça serait cool. Ce serait trop cool. Et puis, on te remercie vraiment d'avoir accepté de participer. N'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, et aussi tu fais du stream peut-être. Non, je faisais des vidéos YouTube, mais j'ai un petit peu des vidéos abandonné le YouTube. bateau. Donc c'est surtout sur Instagram que ça se passe. Ok, bah sur Instagram du coup, Fanderia. Fanderia, voilà. De toute façon, on mettra le lien et tout. C'est ça, et on vous mettra aussi bien sûr tous les mangas sur lesquels on a discuté et les liens pour les trouver. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toi Chloé pour ton temps. Avec grand plaisir, Merci. à bientôt. À bientôt, salut. L'intro et l'outro de ce podcast ont été réalisés par Passif Agressif. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Instagram Shoujo Story. Retrouvez les épisodes sur toutes les plateformes ainsi que sur YouTube gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine.